Pour rappel, la majeure partie des flux qui arrivent aux rivières ont transité par le milieu souterrain. Nous allons ici faire ensemble un tour rapide des grands principes physiques qui régissent la circulation des eaux souterraines. Nous nous attacherons au cas le plus général, c'est-à-dire au milieu poreux. Qu'est-ce qu'un milieu poreux? Eh bien, c'est un milieu dans lequel il y a des espaces vides à l'intérieur d'un matériau solide. Ce matériau peut être constitué de grains, comme les billes de verre de cette maquette. Dans le milieu naturel, on peut trouver par exemple des graviers ou des grains de sable de tailles diverses. Mais il faut aussi avoir en tête que n'importe quelle matrice rocheuse consolidée contient une certaine proportion d'espace vide. On peut trouver notamment des roches sédimentaires, comme par exemple du grès ou du calcaire, ou alors des roches magmatiques, comme du granit ou du basalte, ou de type métamorphique, comme du gneiss. La notion de porosité totale permet de quantifier la part d'espace vide sur un volume donné. On la définit comme le ratio du volume des vides sur le volume total. Regardons maintenant comment se comporte l'eau dans le milieu poreux, à partir du moment où elle arrive à la surface du sol sous forme de précipitation. Par l'effet de gravité, elle descend, selon des écoulements essentiellement verticaux, jusqu'à rejoindre ce qu'on appelle la zone saturée, dans laquelle tout l'espace des vides est occupé par de l'eau. Au-dessus se situe la zone non saturée, dans laquelle, par opposition à la notion de zone saturée, les espaces vides contiennent de l'air, en plus d'une certaine proportion d'eau éventuelle. Ici, la distinction entre les deux est bien marquée par les teintes de couleur, plus foncées dans la zone saturée que dans la zone non saturée. Si l'on regarde un tube placé au sein de ce milieu, sachant que celui-ci est ouvert au fond avec un filtre empêchant les billes de pénétrer, on observe alors un niveau d'eau à l'intérieur, le même que la limite entre la zone saturée et la zone non saturée. Dans le milieu naturel, ce niveau d'eau correspond à celui qu'on peut mesurer dans un puits. Sur cette maquette, on remarque un petit écart entre le niveau d'eau dans le tube et la limite entre les deux couleurs qui séparent a priori la zone saturée et la zone non saturée. Cela nous permet de montrer l'importance du processus de capillarité. En limite de la zone saturée, l'eau monte au sein de la zone non saturée par capillarité, selon une hauteur qu'on appelle la frange capillaire et qui donne ici une couleur identique à celle de la zone saturée. Au sein de cette frange, d'un peu plus d'1 centimètre de hauteur sur cette maquette, l'eau est attirée par les grains et n'est donc pas libre. Le niveau d'eau qu'on voit dans le tube ici, que l'on peut comparer à un puits en milieu naturel, correspond au niveau où l'eau est libre à la pression atmosphérique, donc seulement lorsqu'on a atteint la zone saturée. Dans ces billes de verre assez grossières, ce processus est assez limité, mais il peut être beaucoup plus important dans du sable fin, par exemple. L'altitude du niveau d'eau dans le puits est un potentiel énergétique appelé la charge hydraulique. On l'appelle aussi le niveau piézométrique. En milieu naturel, ce niveau est toujours variable d'un endroit à un autre, présentant une pente appelée le gradient hydraulique. C'est ce gradient qui témoigne du sens d'écoulement de l'eau, toujours des charges hydrauliques les plus hautes vers les charges hydrauliques les plus basses, dans le sens de la gravité. Dans le cas présent, on s'est arrangé pour obtenir un régime permanent, avec le même débit en entrée et en sortie. On peut observer une légère différence de niveau entre deux points distants. Ici, le niveau est plus élevé sur la gauche, ce qui témoigne donc d'un écoulement de gauche à droite. Pour bien visualiser ces flux, on va maintenant injecter un colorant au sein du tube placé en amont, comme ceci. On observe ici plusieurs choses. Premièrement, le colorant se déplace bien horizontalement et de la gauche vers la droite, selon le sens inverse du gradient hydraulique, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Deuxièmement, le panache de couleurs grandit de plus en plus au fur et à mesure de son déplacement.
Cela traduit une dispersion des molécules d'eau au cours de leur transfert au sein du milieu poreux, associé aux obstacles que présentent les grains solides. En effet, les obstacles impliquent des déviations de trajectoire. En cherchant d'autres chemins possibles, les molécules d'eau et de colorants associés s'écartent les unes des autres. Le panache de couleurs est donc de plus en plus grand et de moins en moins concentré. Troisièmement, la vitesse de déplacement est ici relativement rapide. Elle dépend des paramètres hydrodynamiques du milieu, mais vous pouvez garder en tête que cette vitesse, observée dans les billes de verre, donne une idée des vitesses les plus élevées que l'on peut trouver en milieu naturel. La moyenne des vitesses que l'on estime en général est autour d'1 mètre par an, ce qui est beaucoup plus faible qu'ici. Et enfin, à la fin de son transfert, le colorant remonte vers le point d'eau libre dans lequel on a enlevé les billes de verre. Ce point d'eau représente dans la réalité une eau de surface, comme une rivière, un lac ou la mer. L'eau et le colorant associés sont comme appelés par cette surface d'eau libre, et cela s'explique physiquement par une accumulation d'énergie dans le milieu poreux. Cela illustre le fait que l'eau souterraine alimente les eaux de surface, et notamment les rivières. Il faut s'imaginer que dans la réalité, en ce qui concerne les milieux tempérés comme en France, cette alimentation des rivières par les eaux souterraines se produit en général tout le long de leur trajet, depuis la source jusqu'à la mer. Maintenant, revenons un peu sur certaines notions. Dans le langage français courant, on utilise le terme de nappe d'eau souterraine. Il faut faire attention avec ce terme car il n'est associé qu'à l'eau qui circule au sein du réservoir et peut laisser penser que celle-ci se trouve dans des grandes cavités du sous-sol. Oui, c'est l'image qui est souvent donnée par les médias ou les supports de vulgarisation quand on parle d'eau souterraine. Peut-être aviez-vous également ces images en tête avant de suivre cette introduction aux eaux souterraines? Eh bien, il faut les oublier. Ce sont des exceptions. Les milieux représentés par ce type d'image s'appellent les milieux karstiques, au sein desquels la roche carbonatée se dissout et peut former en effet des conduits larges, voire des cavités. Mais ces milieux sont rares à l'échelle de la planète et ne doivent pas être considérés comme une généralité. Dans ce cours, nous focaliserons notre attention uniquement sur les milieux poreux. En hydrogéologie, la discipline qui étudie les eaux souterraines, on préfère utiliser le terme d'aquifère plutôt que celui de nappe, car il englobe à la fois la roche réservoir et l'eau qui y circule, indiquant bien que ces deux entités forment un ensemble indissociable. Une des propriétés principales utilisées en hydrogéologie est la conductivité hydraulique, qui correspond à la capacité du milieu à se laisser traverser par de l'eau. Comme les hydrogéologues préfèrent utiliser le terme plus simple de perméabilité à la place de conductivité hydraulique, on la distingue de la perméabilité intrinsèque, qui désigne la même chose, c'est-à-dire la capacité du milieu à se laisser traverser, mais qui est valable pour n'importe quel fluide. On parlera donc ici de perméabilité, en sous-entendant la conductivité hydraulique, valable uniquement pour de l'eau. Elle est le plus souvent désignée par le sigle grand K et s'exprime en mètres par seconde. En hydrogéologie, la loi physique la plus utilisée est la loi de Darcy. Elle relie la perméabilité du milieu au débit qui s'écoule à travers une section donnée au sein de ce même milieu. Dans la loi de Darcy, on trouve également l'aire de la surface traversée et le gradient hydraulique. Il est important de retenir que, quelle que soit la configuration, la surface considérée dans la loi de Darcy est toujours perpendiculaire à la direction de l'écoulement. Comme les écoulements se font majoritairement de façon horizontale, la surface traversée est alors une surface verticale, perpendiculaire au flux. Par ailleurs, ce que nous voyons sur cette maquette représente un aquifère libre.
dans lequel le niveau piézométrique est à l'équilibre avec la pression atmosphérique. Cela revient à dire que le niveau d'eau dans le puits est le même que la limite entre zone saturée et zone non saturée. Ceci est le cas pour tous les aquifères proches de la surface du sol. Dans le langage courant, on parlera de nappe phréatique, qui correspond à la première nappe d'eau qu'on trouve depuis la surface du sol. Cette notion de nappe ou d'aquifère libre est à opposer avec la notion d'aquifère captif, dans lequel l'eau est mise en pression par la présence d'un ou plusieurs autres réservoirs placés au-dessus. Pour simplifier, il faut s'imaginer qu'à partir du moment où l'on atteint la zone saturée de la nappe phréatique, le milieu poreux qui se trouve en dessous est saturé sur toute son épaisseur. Évidemment, la nature géologique du milieu varie en fonction de la profondeur, ce qui implique des variations de perméabilité. À chaque fois qu'on identifie une couche d'un certain âge géologique, associée à un type de faciès lithologique, comme du sable, du calcaire, des marnes ou encore du granit, et donc à une perméabilité donnée, on sépare ces couches en différents aquifères. Et tous les aquifères situés sous la nappe phréatique, la première, sont captifs. Les ressources en eau des aquifères captifs sont très importantes, car les épaisseurs sont beaucoup plus élevées que celles des aquifères libres, mais elles sont plus difficiles d'accès et doivent être particulièrement protégées. Parfois, les perméabilités de certains milieux comme des marnes ou des argiles sont très faibles, ce qui les rend inexploitables vis-à-vis de la ressource en eau qu'ils contiennent. Dans ce cas, on parle d'aquitard et non plus d'aquifère, ce dernier terme étant réservé aux réservoirs dont les ressources peuvent être exploitées. Les aquitards contribuent à déconnecter hydrauliquement les différentes couches aquifères dont les niveaux piézométriques peuvent être très différents si de fortes épaisseurs d'aquitard les séparent. À titre d'exemple, on peut regarder ce qui se passe dans le bassin parisien, dans lequel les roches les plus anciennes et les plus profondes ont été déposées sur le socle cristallin il y a 245 millions d'années, au Trias, pendant l'ère secondaire. L'ensemble forme une cuvette avec les dépôts les plus récents d'âge tertiaire autour de 2 millions d'années au sommet de la pile, au centre du bassin. L'épaisseur maximale est de près de 3000 mètres et les roches sédimentaires déposées forment un ensemble multicouche dans lequel sont superposés et intercalés des calcaires, des marnes, des sables, des grès et des argiles. Ici, en dehors des étages les plus proches de la surface du sol, les roches du bassin sont entièrement saturées en eau et toutes les couches sont captives. Enfin, je voudrais préciser une dernière chose concernant l'exploitation des ressources en eau souterraine. Si l'on souhaite accéder à ce type de ressources, on doit pomper au sein d'un ouvrage que l'on a créé, qui, selon son diamètre, peut être soit un puits, soit un forage. La question du débit de pompage est une question cruciale, afin de ne pas perturber le fonctionnement du système aquifère. Le fait de pomper induira en effet une diminution du niveau de la nappe, formant ce qu'on appelle un cône de rabattement autour de l'ouvrage. Si celui-ci est trop prononcé, lié par exemple à un débit trop fort, cela risque d'impacter à terme la ressource. Je vais vous montrer ici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je place un forage juste à côté de la rivière. C'est ce qui se fait en général car les débits potentiels sont assez élevés. Je vais maintenant pomper au sein de cet ouvrage sans me donner de limite de débit. Au fur et à mesure de ce pompage, le niveau de la rivière descend, puis celle-ci en vient à s'assécher. Sur le terrain, c'est en réalité beaucoup plus difficile d'assécher une rivière car celle-ci apporte sans cesse un certain flux depuis l'amont. Mais si on ne fait pas attention, on peut dépasser sans y prendre garde les limites d'exploitation d'une ressource en eau. Vous comprenez donc ici
un des intérêts de se pencher sur les calculs de flux sur un bassin versant, à la fois en surface et en souterrain. Un autre élément qu'il faut garder en tête dans les questions d'exploitation d'eau souterraine est la présence des autres réservoirs adjacents à celui qui est exploité, surtout pour les bassins sédimentaires. Par exemple, sur ce dessin, nous observons deux réservoirs aquifères. Le premier, proche de la surface, qui est libre, avec un niveau piézométrique en connexion avec le niveau de la rivière. Le deuxième, qui est sous la formation imperméable, est donc captif. Son niveau piézométrique est ici représenté à une altitude inférieure à la piézométrie de l'aquifère libre. Ceci implique un écoulement d'eau depuis l'aquifère libre vers l'aquifère captif, d'après la loi d'écoulement gravitaire, des niveaux piézométriques les plus hauts vers les niveaux piézométriques les plus bas. Cet écoulement est appelé flux de drainance. Il est vertical et proportionnel à la différence de niveau entre les deux réservoirs. Si on fait descendre le niveau piézométrique de l'aquifère libre par un pompage, par exemple, on risque d'inverser le flux de drainance, comme sur cet exemple. Localement, ici, le niveau piézométrique de l'aquifère captif est plus haut que celui de l'aquifère libre, ce qui implique un flux de drainance ascendant au niveau du pompage. Cela peut avoir des implications sur la qualité de l'eau pompée et provoquer des effets irréversibles. Pour conclure, rappelons ici les principes abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, les eaux souterraines circulent en grande majorité au sein de milieux poreux. Et la porosité totale quantifie la part du volume des vides sur le volume total. Sous la surface du sol se situe la zone non saturée, au sein de laquelle les pores contiennent de l'eau et de l'air, et on rencontre la zone saturée à une certaine profondeur, dans laquelle les pores sont entièrement saturés en eau. Juste au-dessus de la zone saturée, le processus de capillarité attire l'eau au sein des pores les plus petits pour constituer ce qu'on appelle la frange capillaire. Cette eau, attachée au solide par les forces de capillarité, n'est pas libre, contrairement à ce qui se passe en zone saturée. La limite entre la zone saturée et la zone non saturée correspond à l'altitude du niveau d'eau qu'on peut mesurer dans un puits et s'appelle la charge hydraulique ou bien le niveau piézométrique. La cartographie des niveaux piézométriques permet de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines depuis les charges hydrauliques hautes vers les charges hydrauliques basses. Tout au long de leur parcours, essentiellement horizontal, les molécules de l'eau de l'aquifère s'écartent les unes des autres sous l'effet des obstacles rencontrés au sein du milieu poreux. Ce processus s'appelle la dispersion. En milieu tempéré, les eaux souterraines proches de la surface sont en général connectées aux rivières, tout le long de celle-ci. Concernant le vocabulaire utilisé, le mot nappe ne désigne que l'eau contenue dans les pores de la roche. Il vaut mieux utiliser le terme d'aquifère qui englobe à la fois l'eau et la roche réservoir. Une des propriétés principales d'un aquifère est la perméabilité ou conductivité hydraulique, qui désigne la capacité d'un milieu poreux à se laisser traverser par de l'eau. Et la loi de Darcy permet de quantifier le débit traversant une surface donnée d'un milieu poreux par une relation proportionnelle entre la perméabilité et le gradient hydraulique, qui correspond à la pente du niveau piézométrique. À la différence d'un aquifère libre proche de la surface qui est en relation avec l'atmosphère par l'intermédiaire de la zone non saturée, un aquifère captif est mis en pression par la présence d'autres réservoirs saturés sous-jacents. Si un réservoir présente une très faible perméabilité, on l'appelle non pas aquifère mais aquitard. Les flux qui s'écoulent en son sein sont très lents
et peuvent être orientées selon une direction plutôt verticale, traduisant des échanges par drainance entre différents aquifères. Dans le cas du bassin parisien, on se trouve en présence d'un système aquifère multicouche composé d'aquifères et d'aquitars déposés en forme de cuvette. Enfin, le fait de pomper la ressource en eau souterraine implique des impacts sur la quantité et la qualité de cette ressource.